C'est sympa de voir, de vous voir tous dans un contexte qui est, je pense, complexe et difficile pour tout le monde. Euh, donc je vais pas me représenter, mais donc je suis Franck Lemoine, je suis le directeur commercial du groupe Pouet, DCF depuis plus de 15 ans. J'ai oublié la date précise en fait. Si quelqu'un pouvait me le rappeler, ça serait super sympa. Donc spécialiste dans tout ce qui est gestion de risques clients, assurance crédit, renseignements commerciaux et recours de créances. J'ai souhaité aujourd'hui, en fait, dans l'agenda, on va essayer de se consacrer 1 heure maximum. Je vais essayer de faire ça en 50 minutes pour pouvoir échanger 10 minutes avec ceux qui ont des questions d'approfondissement, des contributions additionnelles à ajouter. J'ai décomposé en fait, cette présentation en 5 temps. Premier temps, peut-être se remettre en perspective de ce qu'a été le monde d'avant, ce que j'appelle le monde d'avant. Deuxième point, évaluer l'impact économique donc, de cette crise Covid-19 que nous traversons. Ensuite, regarder les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place par les différents, par l'État et les régions et les collectivités pour essayer de surseoir aux difficultés et d'avoir une vision aussi un petit peu réaliste sur le discours de communication de l'État versus les réalités du terrain. Ensuite, je ferai un point sur les clignotants ou les aspects de vigilance qu'il convient d'avoir. Et je conclurai sur les perspectives pour après, dans un cadre de reprise qui s'avère effectivement long et complexe pour tous. Alors, pour commencer, donc, je vais revenir et faire un focus un peu sur les 75 dernières années, que l'on peut décomposer en 3 périodes. Donc, la période de reconstruction de l'après-guerre, hein, qu'on a appelé les 30 glorieuses, jusque dans les années 73-74, où intervient le choc pétrolier et où on entame une nouvelle ère, donc, que j'ai nommé les 30 piteuses. On verra qu'elles n'ont pas été piteuses pour tout le monde. Et puis en 2000, donc la nouvelle ère qui s'ouvre, c'est l'ère VUCA, donc connue de tout le monde, ou VICA en français, volatile, incertaine, complexe et ambiguë. À ces trois époques de notre contemporaine, on peut associer en fait des phénomènes et des business models qui ont été différents. Pour les 30 glorieuses, si on reprend un petit peu une courbe de Gauss, donc, qui est bien connue en marketing et qui part d'une courbe en cloche, hein, avec démarrage, croissance et puis maturité et déclin. Donc les 30 glorieuses sont dans cette phase de démarrage croissance, avec donc la prévalence et le développement énorme des États-Unis. La résilience économique de 2 nations qui ont été mises au tapis par la guerre, qui étaient le Japon et l'Allemagne. Et tout ça, ça s'assoit sur un business model qui est un business model industriel. Par la suite, donc, les 30 piteuses, donc les 30 années qui suivent, donc on est en haut de la courbe de Gauss et on s'aperçoit qu'au niveau, donc là autant sur cette première phase, on avait des croissances fortes et permanentes sur l'ensemble des pays développés, autant sur les 30 années suivantes, on s'aperçoit que, à l'exception peut-être des États-Unis, parce que il reste quand même relativement prévalent en termes de leadership porté par une économie et par une monnaie également qui est forte. Mais on entame cette période de maturité, de déclin qui, pour les pays européens, se traduit par des croissances de PIB qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles. Et puis par l'émergence des BRICS, hein, donc des pays émergents, Russie, Brésil, Chine, Inde, qui commencent à prendre du poids et à se développer, et qui, eux, par contre, sont assortis de croissances qui sont de plus en plus fortes. Ce business model, le business model équivalent à cette période, on peut l'associer en fait à un business model de service,
Donc, c'est le développement du service, c'est le développement de la très forte compétitivité et très forte rivalité également entre les pays. Et tout ça s'arrête en 2000 à peu près, ce que j'ai dit à peu près en 2000, avec donc une nouvelle ère qu'on appelle donc VUCA, donc volatile, incertaine, complexe et ambiguë, qui voit des taux de croissance qui sont plutôt revus nettement à la baisse pour quasiment tous les pays, avec la présence d'un nouveau combat entre deux superpuissances que sont la Chine et les États-Unis, et également donc un business model correspondant qui s'assoit aujourd'hui sur le numérique. Et si on prend un petit peu les 7 personnes qui figurent là, donc Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg, Musk, Bezos et autres, en fait, on s'aperçoit que, alors, ce n'est pas vraiment un point de comparaison qui est très pertinent, mais si on compare la capitalisation boursière de ces entreprises au PIB de l'Allemagne et de la France réunis, on est à peu près équivalent, à plus de 5 200 milliards de dollars en équivalent dollars. Donc, 3 périodes, 3 modèles différents, et donc trois époques qui ont toutes, par ailleurs, été marquées par des crises. Il y a eu la crise de 1968, il y a eu la crise des subprimes plus récemment, il y a eu les attentats du World Trade Center en 2001. Donc, à chaque fois, il y a eu quand même des mauvais signes qui ont impacté l'économie dans certains de ses aspects de manière plus ou moins durable, et desquels les pays ont su se sortir. En tout cas, les économies ont su se sortir, trouver des modèles qui leur permettaient de redémarrer. Aujourd'hui, donc, nous sommes confrontés à un cataclysme qui est complètement inédit, la crise du Covid-19, qui n'a strictement rien à voir avec tout ce que l'on a pu rencontrer, en tout cas, au cours des 75 dernières années. On peut le dire. Pourquoi ? Parce que contrairement à la dernière crise connue des subprimes et à la dernière crise donc, qui a touché toutes les économies au niveau mondial, ce n'est pas un credit crunch. Donc, ce n'est pas une crise de confiance dans le système bancaire. On assiste aujourd'hui à une crise qui est une crise de production, donc avec un impact sanitaire d'ordre mondial, qui impacte à la fois la production et à la fois la consommation, et qui donc génère derrière, effectivement, une crise de crédit. Les assets des banques sont bonnes, les assets des pays sont bons, mais aujourd'hui, on est dans un choc déflationniste. Il y a absolument donc un défaut de consommation, défaut de production, et donc de nouveaux modèles et de nouvelles contraintes à contrôler et à engendrer. Donc, dans les chiffres, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une chute historique du PIB, donc au premier trimestre, donc moins 6%. Quand on le compare avec ce qu'on a pu connaître depuis la Seconde Guerre mondiale, ça n'a jamais été aussi important. Si on reprend le choc de mai 68 en France, on avait certes une chute du PIB au même trimestre qui se situait à moins 5,3%, mais ça a été immédiatement suivi d'un ressaut où la croissance est repartie à plus 8% au trimestre suivant. Choc pétrolier de 1974, pareil, moins 1,8%, un petit peu plus durable, mais globalement, on se reprend. Crise financière en 2009, moins 1,6%, on se reprend. Aujourd'hui, nous sommes à moins 6%. Chaque semaine ou chaque quinzaine, on va dire, de confinement nous coûte globalement 3% de PIB en moins à la fin de l'année, et il n'est pas déraisonnable de penser qu'on peut finir à du moins 15% en 2020. Donc ce tableau est plutôt relativement sinistre, et on se demande un petit peu comment on va faire pour s'en sortir. Alors,
Quand on a réalisé, pour ceux qui l'ont peut-être suivi, le dernier baromètre sectoriel que l'on réalise en collaboration avec BFM, enfin c'est nous qui le faisons, c'est BFM qui le diffuse. Donc cette étude s'assoit en fait sur un outil interne que nous avons et que nous commercialisons auprès de nos clients, mais sauf que là on le nourrit avec beaucoup plus d'informations et de données en termes de volume. On s'est amusé en fait à segmenter toute l'économie française en poids respectifs sectoriels et on mouline donc des centaines de milliers d'entreprises dedans pour pouvoir évaluer l'économie et les variations donc, que l'on réalise en général d'un semestre sur l'autre pour avoir des éléments pertinents, différentiels, qui puissent être médiatisés et exprimer en tout cas une évolution. Donc en janvier 2019, cette notation globale, tout secteur confondu, elle était de 10,3 sur 20. En mars 2020, donc un an plus tard à peu près, donc là on est avant le Covid, on est à 10,5%, 10,5 pardon, sur 20. Notation très scolaire, hein, mais au moins qui a le mérite d'être relativement comprise par tous. Donc entre janvier 2019 et mars 2020, on a une économie globalement qui se restaure et qui va plutôt pas mal, malgré les phénomènes de gilets jaunes, malgré tout ce que l'on a pu connaître sur la période. Et vous le voyez, globalement en moins d'un mois, puisqu'en fait, si je match mars 2020 et avril 2020, on a une baisse quand même significative de plus de 3 points, 3,2 exactement, en quasiment un mois. Donc l'étude a été faite début avril, hein, je précise. Donc on va la renouveler normalement début mai pour voir quels sont les nouveaux impacts que l'on peut attendre. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça et ça signifie bien que le choc sceptique que l'on a subi est d'une importance vraiment majeure. On regarde un petit peu le détail par secteur d'activité. En vert, vous avez globalement la situation de janvier 2019. En mars 2020, vous avez la situation qui est en barrette orange. Et en bleu, donc la note de début avril 2020. Tous les secteurs, il n'y a pas un seul secteur qui n'est pas impacté par le phénomène de Covid-19. Et dans les plus grosses baisses, en tout cas, donc là, vous avez à la fois le tableau du haut qui vous montre l'aspect ranking, hein, donc on va dire du secteur qui est le mieux noté, hein, avec une note de 10,3 sur 20. Donc, c'est la moyenne, mais c'est à peine au-dessus. Au dernier secteur, qui est l'hébergement et la restauration, hein, avec une note de 2,7. Et vous avez le top-down, donc des secteurs ensuite qui ont été le plus impactés en volume, donc en perte de points entre mars 2020 et avril 2020, avec l'énergie, hein, donc le secteur énergétique qui partait d'une notation qui était de 17 sur 20 de mémoire, ou 16 sur 20, non, 16 sur 20 au mois de mars, et qui se retrouve aujourd'hui avec une note de 10,2. Donc, des grosses chutes partout. On peut être étonné de certaines chutes qui ne reflètent pas qui ne reflètent pas nécessairement d'ailleurs la perception que l'on peut avoir quand on voit la chute des activités immobilières qui ne perd que 1,1 point. Il faut bien comprendre que les immeubles restent, hein, il n'y a pas de destruction d'immeubles. Donc le marché est là. Simplement, il y a un arrêt des transactions. Cette crise à ce niveau-là se manifeste par un arrêt des transactions. Ça ne veut pas dire que le secteur est complètement en train de s'effondrer. On n'est pas encore en capacité d'évaluer s'il y aura des baisses des prix de l'immobilier. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur cet aspect-là et sur cette étude. Alors, qu'est-ce que l'on a mis en œuvre? Qu'est-ce que l'État a mis en œuvre? Donc, donc Emmanuel Macron a été très clair avec sa célèbre formule, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, oui, mais quoi qu'il en coûte,
quand on regarde le compteur de dette en France, j'ai arrêté, vous voyez, hier soir à 0h06. Voilà, nous étions à 2 milliards 405 000 euros, 455 millions 270 550 euros. Ben on est à plus de 100% de notre PIB. Et ces mesures d'aide, en fait, elles s'inscrivent effectivement par la création de dettes supplémentaires. Là où, comparativement à l'Allemagne, qui était en excédent, l'Allemagne grignote en fait ses excédents, là où la France continue à s'endetter. Donc, on a vraiment des situations, en tout cas au niveau européen, qui sont relativement disparates, à la fois dans l'attribution des aides. Si je compare, moi, les pays dans lesquels nous opérons, je vois ce qui se passe en Espagne, je vois ce qui se passe en Italie. En Italie, bah, écoutez, la situation est très critique. Les mesures de confinement ont été encore plus importantes que celles que nous avons pu subir en France. Des arrêts, un arrêt total de la production obligatoire, au-delà des mesures personnelles de déplacement qui étaient beaucoup plus contraignantes que ce que nous avons pu vivre en France, où on avait, nous, quand même le droit d'aller faire un petit footing à 1 kilomètre autour de chez nous. C'était pas le cas là-bas. Et d'un point de vue économique, les aides de l'État, là où on peut quand même tirer notre chapeau, c'est qu'on a quand même un système administratif en France qui est quand même relativement remarquable, puisque tout ça a été mis en œuvre dans un temps record. Le paquet, on peut dire, a été mis par l'État en termes de moyens. On verra plus tard si c'est suffisant ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la délivrance des aides, je peux vous dire qu'en Espagne, il y a engorgement total, c'est-à-dire que les entreprises ne reçoivent pas les aides auxquelles elles pourraient prétendre, parce que administrativement, c'est compliqué, parce que voilà. Et en Italie, c'est exactement pareil. En Italie, il y a moins d'aides déjà, et en plus, les dispositifs de délivrance de ces aides sont très, très également encombrés, et il n'y a pas forcément, en tout cas, de corrélation à faire avec l'efficacité du système administratif français. Si on peut au moins tirer un petit cocorico, c'est de ce point de vue-là. Alors, je vais passer rapidement sur les différents dispositifs. Hein. Je vous les ai synthétisés ici dans un tableau. C'est pas exhaustif, il y en a d'autres. Il y en a qui ont évolué en cours de route. Il y a eu des ajouts également d'aide additionnelles. Ce qu'il faut savoir, voilà, la situation qui est arrêtée. Alors, j'étais sur le site du ministère de l'économie pour essayer de trouver les dernières informations, mais elles sont arrêtées au 24 avril, donc il y a quelques jours quand même. Donc la semaine dernière, je n'ai pas pu trouver de renseignements plus récents de ce point de vue-là. Donc on a effectivement, concernant le fonds de solidarité, donc doté de 7 milliards d'euros, dont 500 millions abondés par les régions, une aide aujourd'hui qui se monte à 1,3 milliard d'euros de débloqués pour plus d'1 million d'aides débloquées. Et je vous ai mis en dessous donc le top 10 des codes d'activité, en tout cas des secteurs d'activité qui ont été les mieux rétribués de ce point de vue-là, en tout cas qui sont à l'origine du plus de demandes d'aide. Concernant les aides des prêts garantis par l'État, donc garantis par BPI France, hein, donc à hauteur de 90%, je le rappelle, des montants, hein, ce qui présuppose que la banque elle-même supporte quand même un risque à hauteur de 10% sur les aides qu'elle délivre au travers de ce dispositif. Donc nous en sommes aujourd'hui rendus à 70 milliards d'euros de demandes pour 43 milliards d'euros d'attribués sur un dispositif total de 300 milliards d'euros qui a été mis à disposition par l'État. Et un taux de refus sur les demandes éligibles qui est que de 2,4%, qui me semble un petit peu, on va dire, arrangé. C'est des statistiques officielles, je ne peux pas les remettre en question,
Mais après, je ne sais pas si toutes les demandes sont bien arrivées, si toutes elles ont été vraiment instruites. Je pense que c'est simplement le ratio de ce qui est demandé sur ce qui a été, sur ce qui a été délivré jusqu'à présent. Et quand je dis que ce qui a été demandé, ça veut dire qu'il a été demandé et instruit par rapport à ce qui a été accordé. Puisque dans les faits, en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on est aujourd'hui, effectivement, on détecte, nous, sur le terrain, et on entend. Je pense que vous pouvez partager, en tout cas, ces informations-là. Il y a des zones de frottement que j'aime bien symboliser par cette phrase l'aide de l'État s'octroie dans la joie et se résout dans les larmes, puisqu'en fait, on s'aperçoit que, alors, mais bien que le tir ait été rectifié, hein, encore une fois, par, par l'État, hein, avec un très gros effet volontariste de Bruno Le Maire, l'attribution des aides obéit à des critères, notamment à des critères de cotation de Banque de France. Et on peut, à ce titre-là, souligner quand même qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui prétendaient, en tout cas, vouloir être éligibles au PGE et qui ne l'étaient pas. Alors, les taux s'est un petit peu desserré, effectivement. Il ne faut pas oublier non plus que les banques ont relativement peu d'intérêt dans la distribution de ce type de crédit, d'une part parce qu'elles ne gagnent pas d'argent dessus, hein, elles n'ont pas de marge dessus, c'est 0% de marge pour elles. Donc, s'il n'y a pas de marge, ça veut dire que c'est un coût, plus un risque à hauteur de 10% quand même, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes à 100% du risque qu'elles prennent à délivrer ce type de prêt. Après, je pose une question sur sur la dimension du risque juridique, puisque quand on décide effectivement de pouvoir accorder des aides à une entreprise, des aides bancaires, on peut quand même se poser la question du soutien abusif en cas de procédure collective, si cet argent est délivré à une entreprise qui est dans une situation qui est déjà défaillante sur le papier, avant même que l'on ne lui accorde ce soutien. Et puis, le quatrième point, c'est la dimension de décalage de temps, en fait, entre l'octroi de la mesure et l'obligation de remboursement du bénéficiaire, qui s'inscrit effectivement dans une temporalité qui n'est pas la même. Et donc, on va dire que l'intérêt du pouvoir public aujourd'hui, c'est effectivement de démontrer par une très forte action de communication que l'État est présent, que l'État est au rendez-vous pour remplir son rôle d'aide aux entreprises, mais que la réalité des bénéficiaires de l'octroi de ce type de crédit sera derrière de pouvoir honorer les remboursements. Et ces remboursements, bon, même si les PGE sont amortissables sur 5 ans, on va dire que dans un an, quand les premières échéances vont se présenter, ben, il faudra que les entreprises aient à la fois retrouvé un niveau d'activité suffisant pour pouvoir dégager des profits leur permettant de faire face à leurs échéances. Et donc, d'un point de vue strictement risque, on s'attend à ce qu'il y ait des défaillances au titre de l'incapacité des entreprises à rembourser si à la fois la croissance n'est pas au rendez-vous, si la reprise est trop lente et si elles n'ont pas réussi surtout à pouvoir dégager des marges suffisantes qui leur permettront de pouvoir honorer cet endettement additionnel qui a été rendu nécessaire par une situation économique qui les y a contraintes. Quand on fait un petit peu quand on fait un petit peu alors là, je vais plus rentrer dans des domaines, je dirais, qui sont plus un petit peu plus techniques, alors qui ne concernent pas forcément vous-même, mais en tout cas peut-être que parmi certains d'entre vous, certains travaillent avec de l'assurance crédit. Donc l'assurance crédit, je le rappelle, c'est un système qui permet de sécuriser une transaction entre un fournisseur et son acheteur et ses acheteurs en permettant d'être assuré, de garantir une relation commerciale et donc d'indemniser en cas de défaillance de l'acheteur, le fournisseur, par le biais de l'assurance crédit. L'assurance crédit aujourd'hui, c'est, on va dire, trois majors, hein, Euler Hermès,
Euler Hermès, 900 milliards d'encours garantis dans le monde, au niveau mondial, pour donner un petit ordre d'idée. Coface, hein, en France, et Atradius, la troisième grosse entreprise d'assurance crédit, qui sont toutes les trois d'envergure mondiale ou européenne. Et puis ensuite, il y a d'autres assureurs qui sont un petit peu plus petits, mais qui sont néanmoins importants, en tout cas, des fois un petit peu plus sectorisés, on va dire Groupama, AXA Crédit. Voilà. Donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, le montant total du crédit interentreprise, c'est 700 milliards d'euros. Donc, 700 milliards d'euros, c'est la monétisation des délais de paiement entre les entreprises. Ces 700 milliards d'euros, ils sont financés et couverts par les assureurs crédits à hauteur de 500 milliards annoncés, mais 200 milliards en réalité, de réalité couverte. Puisqu'en fait, une entreprise, quand elle sollicite une couverture d'encours, en règle générale, surestime cette demande et l'encours qu'elle a demandé n'est pas forcément assuré par rapport au business qu'elle fait. Donc, on évalue la couverture donnée par les assureurs crédits à environ 200 milliards d'euros. Tout ce qui est bancaire, donc tout ce qui est crédit court terme de trésorerie, pèse dans ce financement 237 milliards d'euros. L'État, donc, pour anticiper les retraits et les décotations des assureurs crédits qui doivent faire face, comme ils l'avaient fait en 2008-2009, à la réévaluation de leurs engagements, en diminuant les cotations, en sortant des encours qu'ils ne souhaitent plus couvrir, parce que les assureurs crédits, je vous le rappelle, sont également assujettis à des contraintes d'exigence de conformité, de solvabilité, et il n'est pas admissible qu'un assureur soit en situation de ratio sinistre prix négatif. Et pourtant, c'est ce qui risque d'arriver, puisqu'on s'attend, dans certains cas, à avoir des ratios sinistre prime qui soient à plus de 100%, voire 200% pour certains. Donc l'État a abondé dans ce domaine-là en ressortant du chapeau un dispositif qu'ils avaient créé déjà à l'époque de 2008-2009, qui s'appelle le CAP et le CAP+, donc le complément d'assurance crédit public, doté de 15 milliards d'euros. Donc quand on fait l'addition de tout ça, on s'aperçoit que en fait, la variable d'ajustement de ce crédit interentreprise, qui sera insuffisamment couvert par les assureurs crédits, insuffisamment couvert par le CAP et le CAP+, et insuffisamment couvert par les crédits bancaires de court terme de trésor, ça va être le crédit fournisseur. Donc le crédit fournisseur, c'est le délai de paiement, parce que quand on peut plus financer son besoin de fonds de roulement, forcément l'argent, il faut aller le chercher. Et on va aller chercher auprès de ses fournisseurs en essayant de gratter des jours de trésorerie pour le payer plus tardivement que prévu. Donc cette variable d'ajustement, elle est très problématique puisqu'elle a déjà commencé à être mobilisée de manière forte. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a déjà un dérapage important des délais de règlement et donc des délais de paiement entre entreprises qui ont tendance à se rallonger. Pour en revenir au CAP et au CAP+, donc, au-delà de la difficulté à les mobiliser, ce sont aussi des solutions qui ont un coût pour l'entreprise, hein, puisque le CAP, qui est en fait le doublement d'une garantie accordée par un assureur crédit de premier rang, est quand même vendu à 0,5 points, mais c'est 0,5 points par trimestre. Ça veut dire que globalement, pour couvrir un chiffre d'affaires ou un encours de 10 000 euros sur 3 mois, ça vous coûtera 0,5 points. Et si c'est sur l'année, ça vous coûtera 2%. Et idem pour le CAP+. Le CAP+ s'applique en cas de refus de l'assureur crédit. Donc là, c'est une ligne de crédit de couverture qui a été suspendue par l'assureur crédit. On est à 3,4% à l'année. Donc le chiffre d'affaires réalisé avec un client couvert au travers de ce dispositif-là, si c'est un chiffre d'affaires qui est récurrent et régulier au cours de l'année, va coûter 3,4 points de marge à l'entreprise. Donc ça reste quand même des dispositifs qui sont quand même onéreux, difficiles à mobiliser
Et je fais un petit focus en dessous pour vous rappeler que, effectivement, nous, en fait, l'inventeur du CAP et du CAP+, c'est ni plus ni moins que nous, parce que nous, on commercialise ce type de solution depuis 1997. Donc, soit effectivement en coassurant des lignes de couverture qui sont déjà couvertes par les assureurs crédits en complément ou sur des refus. On arrive, même encore aujourd'hui, avec la crise, on a 60% de nos demandes qui peuvent faire l'objet d'une garantie, là où l'assureur crédit ne la donne pas. Donc voilà un petit peu pour ce dispositif un petit peu technique, mais qui a le mérite d'exister, qui est une nécessité, mais qui restera de toute façon insuffisant, parce que 15 milliards d'euros versus un besoin de 700 milliards d'euros, vous comprendrez bien qu'on est loin du compte. Donc les points de vigilance qu'il convient sur lesquels il faut vraiment s'appesantir sont les points suivants. Donc le premier point, c'est bien évidemment tout ce qui est trésorerie. Donc le trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Le commerce, c'est de la confiance. Si on ne peut pas avoir confiance dans ses partenaires, c'est forcément des vrais problèmes à venir. À cela, on va peut-être rajouter donc la raréfaction des données disponibles qui permettent d'évaluer la solvabilité de ces partenaires. Donc, je vous rappelle que la loi Macron 2, donc du temps où notre président était à Bercy, complétée par la loi Pacte, renforce le dispositif de confidentialité des chiffres financiers pour les entreprises. Aujourd'hui, le seuil de chiffre d'affaires pour lequel une entreprise peut publier en mode confidentiel a été relevé de 8 à 12 millions d'euros. Et pour les entreprises qui font moins de 20 millions d'euros, elles ont aussi la possibilité de ne publier qu'un bilan en mode simplifié. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de visibilité pour évaluer la situation financière d'une entreprise, en tout cas au travers des sources publiques. Je ne nous mets pas dedans, puisque le décret d'application donne bien évidemment la possibilité aux sociétés d'assurance comme nous, ou aux spécialistes du calcul de rating d'entreprise, d'avoir accès aux données, même si elles sont en mode confidentiel, pour pouvoir évaluer correctement nos engagements et donner surtout un conseil avisé à nos clients en termes de relations financières. Deuxième phénomène avec ce Covid-19, c'est que cette crise, elle intervient, on va dire, pas, enfin, si on peut dire qu'une crise peut intervenir à un bon moment, c'est pas nécessairement le cas, mais cette crise, elle intervient à un mauvais moment, dans le timing de la disponibilité des chiffres, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est au printemps 2020, les exercices 2019, aujourd'hui, ne sont pas encore officiellement publiés dans les bases de données. Ça veut dire que ces éléments-là de chiffres 2019 qui vont commencer à sortir dans les bases et être communiqués ne le seront qu'à partir du mois de juin, juillet 2020, et donc ne tiendront pas compte de l'impact du Covid-19 dans la situation économique des entreprises. Ça veut dire que on a une obsolescence native des données 2019 dans toutes les évaluations d'entreprises que l'on pourra faire sur la base des chiffres 2019 qui ne tiendront pas compte de l'impact économique de cette crise. Donc ça va renforcer effectivement des exigences en termes de contrôle de solvabilité à l'égard des partenaires commerciaux, qu'ils soient fournisseurs ou qu'ils soient clients. Deuxième point aussi à soulever, je pense que cette crise va obliger aussi les entreprises, en tout cas, à revoir peut-être leur sourcing d'approvisionnement, donc à trouver des nouveaux clients, à trouver des nouveaux fournisseurs. Donc, qui dit sourcing de nouveaux clients ou nouveaux fournisseurs, dit également pouvoir en évaluer la solvabilité avant d'engager une relation commerciale responsable et sérieuse avec eux. Et donc, tout ça n'est pas aidé par ce que je viens de vous annoncer. Donc, il va falloir effectivement être plutôt très, très à l'affût de son poste client et de son poste fournisseur et des délais de paiement qui sont, comme je le disais tout à l'heure, en très forte dégradation dès à présent.
arbitrer avec justesse les demandes de prorogation d'échéance. Encore une fois, heureusement, tous les clients ne sont pas des voyous, toutes les entreprises ne sont pas malhonnêtes, et heureusement, on va dire que la grande majorité sont honnêtes et travaillent la main dans la main avec vous. Néanmoins, arbitrer les demandes de prorogation d'échéance avec prudence et avec sérieux, c'est aussi pouvoir solliciter dans une certaine solidarité économique à laquelle aujourd'hui on est obligé de voir un petit peu qu'est-ce qu'il est opportun de pouvoir accorder et dans quel cas je vais devoir me désengager et ne pas donner droit à cette demande. Agir, bien évidemment, au plus vite en matière de recouvrement de créances. Plus que jamais, la temporalité d'une action de recouvrement sera associée à son succès, a fortiori dans une économie qui a vocation à se dégrader rapidement. Bien évidemment, dénoncer des pratiques inacceptables. Il y a des sociétés solvables qui ont osé bloquer des règlements, je ne vais pas citer de nom ici, mais qui ont osé bloquer des règlements sous des prétextes complètement fallacieux, du type on n'a personne pour faire les règlements, du type il n'y a personne dans les bureaux, on n'est pas là. Enfin, on a vraiment vu du n'importe quoi. Et tout ça, ce n'est pas très, très contributif et c'est relativement inqualifiable comme comportement. En tout cas, c'est dans le viseur également des autorités, puisque je vous rappelle que les mesures et les sanctions en matière de contrôle de délai de paiement avaient été récemment réévaluées et de grosses sanctions et des amendes avaient été données à des entreprises qui exagéraient. À côté de ça, il y a relativement de bonnes pratiques aussi qui sont en œuvre. Il faut le mettre juste en avant. On a notamment dans la grande distribution. Hier, j'étais en réunion avec mes troupes et je leur avais demandé de faire un petit travail de renseignement sectoriel pour connaître un petit peu ce qui se passait sur le terrain. Et la grande distribution, semble-t-il, a joué le jeu. Les clients qui sont des clients de la grande distribution, enfin des fournisseurs de la grande distribution plus exactement, ont été relativement bien payés. Mais c'est un secteur aussi, c'est un secteur essentiel bien évidemment, et c'est un secteur qui a su jouer le jeu de ce point de vue-là. Bien évidemment, en cas de difficulté ou en cas de besoin, s'assurer du soutien professionnel. Et bien évidemment, vous avez également un organisme qui est un petit peu pas très connu, on va dire, qui est la médiation du crédit, avec Frédéric Wisniewski à sa tête, qui est également secrétaire général de l'autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France, qui sont des institutions qui sont là pour aider les entreprises et pour mettre de l'huile quand il y a des frottements avec des clients qui sont difficiles, notamment avec des gros qui ont parfois des comportements qui sont pas très corrects en ces périodes. Donc, les prévisions aujourd'hui en termes de défaillance d'entreprise sont relativement importantes. Là, je vous présente les prévisions de COFAS. On est sur la France à environ 15% de prévisions de défaillance en 2020. On est au niveau mondial à 25% de défaillance. C'est considérable. Aux États-Unis, 39%. Vous voyez, il y a certains pays comme les États-Unis, le Hong Kong, Pays-Bas, non, Pays-Bas, pas, non, Royaume-Uni, pardon, Royaume-Uni, 33%, Hong Kong, 33% aussi, États-Unis, 39%, France, 15%, Italie, 18%. On est vraiment dans une inversion de tendance majeure et il y a consensus là-dessus. Quelle sera la vérité? On le verra, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà de la qualité de la reprise et puis en suivant de la capacité des entreprises à pouvoir trouver des marchés, trouver de nouveaux modèles et également pouvoir faire face à leurs engagements. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être informé, mais effectivement, il y avait jusqu'au premier trimestre 2020 une amélioration du nombre de défaillances d'entreprises qui était en diminution par rapport à 2019.
l'impact de la crise vient bouleverser tout ça. Les chiffres depuis début avril montrent une progression de plus de 20%. De début avril, hein, donc je vous dis, je parle de ça il y a moins d'un mois, montre une progression de 20% des cessations de paiement potentielles d'entreprises, de structures de plus de 10 personnes. C'est dans la continuité d'une augmentation de cette perception de défaillance d'entreprise qui concernait les PME. Donc les PME, des PME, on va dire, qui étaient déjà un petit peu plus exposées et qui le sont encore plus aujourd'hui par ce qui arrive. Ça, c'est pour la déco, mais c'est la liste des sociétés en Nouvelle-Aquitaine qui ont connu une procédure collective depuis le 1er janvier et qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y en a 17. Et vous avez les effectifs en face et les chiffres d'affaires et les résultats et les secteurs d'activité. Ça sera utile, mais ça illustre en tout cas parfaitement ce que je vous disais, c'est-à-dire que les défaillances d'entreprises ont peut-être sensiblement baissé dans les toutes petites entreprises, tout ce qui est TPE, mais les PME se retrouvent aujourd'hui beaucoup plus exposées. Alors, quelle reprise post-Covid on peut attendre? Alors, moi, je vois les choses de manière assez pragmatique. Je la vois lente, je la vois hétérogène suivant les secteurs d'activité, bien évidemment. Je la vois différer suivant les zones géographiques, puisqu'on a une pandémie qui n'a pas la même vitesse en fonction des zones géographiques dans le monde. Et donc, l'impact export sera forcément affecté de cette reprise en fonction effectivement de l'impact sanitaire. Et puis, elle reste de toute façon incertaine encore du point de vue sanitaire. On n'est pas à l'abri d'une deuxième vague, on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague ailleurs dans un pays voisin. Elle est complexe également d'un point de vue stratégique. Elle est risquée, forcément. Ça bouleverse les nouveaux équilibres et les rapports entre fournisseurs et acheteurs. Elle est coûteuse parce qu'elle est coûteuse à plus d'un titre. Elle est coûteuse parce que par les nécessaires mesures de gestes barrières à mettre en place dans les entreprises. Elle est coûteuse parce qu'il va falloir se préoccuper peut-être un petit peu plus de la gestion de son poste client, donc avec plus de pertes, avec plus de créances douteuses, avec plus d'investissements dans des systèmes de surveillance de ces portefeuilles clients-là. Et puis enfin, pour finir, je ne sens pas, bien qu'il y ait eu quelques rumeurs à ce sujet, de risque d'inflation, puisque l'inflation est en baisse permanente depuis 1981 en France, depuis 1995 dans les pays émergents. On n'est pas du tout dans une configuration inflationniste. Et puis, quand bien même il y aurait 3% d'inflation aux États-Unis d'ici 2 ans, qu'est-ce que ça pourrait bien faire, franchement? On n'est plus dans un choc déflationniste, on a quand même un choc majeur de l'offre par rapport à la demande. Non, de la demande par rapport à l'offre, pardon, parce que non, de la demande par rapport à l'offre, oui, parce que la demande est là, mais l'offre n'est pas là du fait de l'arrêt de la production. Donc, à mon sens, le risque inflationniste est vraiment complètement à écarter de ce point de vue-là. Quelles opportunités pour les entreprises post-Covid? Je pense que déjà, c'est la remise en question du triptyque dogmatique qui avait lieu jusqu'à maintenant, qui repose en fait sur ces 3 principes. Il est possible de prévoir le futur. Eh bien, malheureusement, non, il n'est plus possible de prévoir le futur. La preuve. La stratégie s'inscrit dans une logique de rivalité. Eh bien, on a vu que non, puisqu'on a vu comment cette crise pouvait mettre à l'épreuve des entreprises et comment ces entreprises trouvaient de la solidarité, comment elles pouvaient bouleverser leur business model. On a vu Decathlon qui ouvrait des masques, on a vu Air Liquide qui se mettait à créer instantanément, quasi instantanément, des respirateurs. Donc, on voit qu'en fait, on voit que ces solidarités-là et ces logiques de rivalité se dissipent. Troisième triptyque, troisième point du triptyque, la finalité recherchée, la création de valeur. Eh bien, je dirais que même si elle restera d'actualité, cette création de valeur, elle va aussi s'engager dans une recherche de sens.
et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, la seule recherche de valeur ne sera pas, en tout cas, euh, va être remise profondément en question. Et la preuve, c'est que la loi Pacte, qui parle effectivement d'engagement sociétal pour les entreprises, en est la plus belle démonstration. Et donc, ça va mettre un petit peu de l'eau au moulin à tous ces développements-là. Ensuite, deuxième point, développement des stratégies digitales et organisation numérique. Donc là, on l'a vécu, on le voit en ce moment. Hein, nous sommes en digital. Donc, si on avait imaginé une réunion DCF, ne serait-ce qu'il y a 3 mois de cela en digital, on n'y aurait même pas pensé. Et pourtant, ça se fait. Donc, les organisations se modifient. Et que ce soit dans la télémédecine, que ce soit dans la télééducation, hein, les cours qui sont donnés à l'école, que ce soit dans les entreprises, quelles qu'elles soient, c'est aussi de nouvelles opportunités pour trouver de nouvelles sources d'organisation et donc forcément de nouveaux modèles. Bien évidemment, tout ça va renforcer l'appui de la création de valeur par les données qui restent prévalentes dans le développement de l'intelligence artificielle. Et puis, ça va également exiger donc, des changements de modèle stratégique, donc de l'agilité dans l'action sur des termes beaucoup plus courts, des planifications à 5 ans. Quand on parle de planification à 5 ans aujourd'hui dans une grande entreprise, donc là, soit le directeur de la stratégie est Madame Nirma, soit en tout cas, on ne peut plus raisonnablement aujourd'hui parler de thématiques de stratégie à long terme du fait de la dimension VUCA dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui. Donc, ça va être plutôt des stratégies effectuelles, donc, qui sont plus réalisées à partir des moyens existants que l'on va enrichir. Si j'ai une petite image là-dessus, c'est un petit peu la différence entre j'organise un dîner, je prévois le repas, donc il faut que j'achète ceci, cela, une entrée, un plat, un dessert avec tel vin, etc. Ben non, dans une stratégie effectuelle, en fait, on ouvre le frigo, on regarde ce qu'on a dedans, on voit ce qu'on peut en faire, et puis les invités arrivent aussi avec des choses, et on compose à partir de ces éléments-là un repas. Et donc, c'est cette stratégie-là qui va, à mon sens, voir devenir plus prévalente que les planifications à long terme. Donc, c'est la réinvention de nouveaux modèles, donc dans des approches et des optiques d'élaboration de produits minimum viables contre des produits parfaits et aboutis qui, eux, s'inscrivent dans des stratégies effectivement plutôt long-termistes. Donc, c'est avoir la capacité de pouvoir réaliser un produit qui est peut-être pas parfait, mais en tout cas qui est pratique et que l'on va faire évoluer et qui va réussir à se vendre, d'accord ? Et puis, c'est aussi pour les grandes entreprises, peut-être prendre le modèle de nous, les PME, dans l'agilité que l'on peut avoir de nos méthodes, puisque je dirais que les méthodologies, elles existent déjà. Il n'y a pas trop de réinvention à faire. La méthodologie dans les entreprises aujourd'hui et dans les PME, elle existe. Les PME sont plus agiles que n'importe quel grand groupe. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il va y avoir des nouveaux équilibres, des nouveaux modèles à trouver. Et donc, je voulais terminer sur cette intervention et sur ces choses qui sont à développer, à enrichir, et en espérant, il y aura des dégâts, mais en tout cas, on a tout pour aujourd'hui choisir chacun des nouveaux modes dans lesquels inscrire notre future croissance. On est terminé. Top.